62%, c'est le pourcentage de travailleurs et travailleuses canadiens qui affirmeraient que le travail est leur principale source de stress. Et on peut croire qu'ailleurs dans le monde, c'est des pourcentages similaires. 55%, en 2022, on a fait une étude dans ma chaire de recherche auprès de 2500 travailleurs et travailleuses de PME, petites moyennes entreprises de moins de 500 employés. Et il y en a 55% qui rapportaient vivre avec un trouble de santé mentale ou un problème d'utilisation de substances auto-rapporté. Donc, c'est plus de la moitié. Et on se disait peut-être que c'est dû au contexte pandémique aussi, ou vers la fin, c'était vers la fin un peu de la partie la plus intense de la pandémie et des mesures associées. Par contre, on aurait fait une étude similaire cette année encore auprès de 2500 travailleurs de PME et on arrive à 49% cette année. Donc, c'est pas une différence marquée. Donc, il semble vraiment y avoir un enjeu important au niveau de la santé mentale de nos travailleurs et nos travailleuses. Les PME au Canada, c'est les plus grands employeurs. La majorité des travailleurs et travailleuses travaillent dans des PME et non dans des grandes entreprises. 22%, pour continuer dans les chiffres, dans l'étude qu'on a faite cette année, en 2023, il y en avait 22% qui avaient un niveau de symptômes qui dépasserait le seuil clinique d'anxiété. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que lorsqu'on regarde les jeunes travailleurs, donc de 18 à 30 ans, ça monte jusqu'à 27 à 30%. Donc, c'est les plus jeunes générations ou les plus jeunes travailleurs qui sont le plus touchés ou du moins qui rapportent les symptômes les plus élevés. Au niveau de la dépression, c'est 18% qui, en utilisant une mesure avec un seuil clinique qui vivrait au-delà d'un seuil préoccupant. Et encore là, le pourcentage est plus élevé chez les jeunes travailleurs et travailleuses. 500 000, c'est le nombre de personnes, ça c'est des statistiques qui datent un peu, mais quand même le nombre de Canadiens et Canadiennes qui s'absenteraient du travail chaque semaine en raison de problèmes de santé mentale. 29,1 milliards de dollars, c'est les coûts annuels qui sont estimés pour 2030 associés à la perte de productivité, l'absentéisme ou le présentéisme. Le présentéisme, se présenter au travail mais ne pas avoir sa pleine performance en raison de difficultés, ici, dans le cas ici de santé mentale. Donc, c'est vraiment des coûts énormes. Et là, je sais que c'est pas très positif tout ça, mais c'est pour dire qu'il faut se préoccuper de la santé mentale et je pense que la psychologie positive peut aider à agir en prévention et en promotion pour prévenir de telles difficultés, mais aussi pour aider les personnes qui ont débuté le développement de ces troubles ou ces difficultés de santé mentale-là. Faut aussi prendre en compte le contexte de la COVID-19, mais aussi plusieurs autres aspects du contexte sociétal actuel qui a été, je pense, plusieurs de ces éléments-là que vous allez voir qui sont des transformations profondes de nos sociétés puis de la façon dont on travaille associé à la pandémie. Donc, évidemment, le télétravail, le travail hybride qui change quand même les demandes qu'on pose aux travailleurs et aux travailleuses, qui s'associe aussi à un changement quant à l'aménagement des espaces de travail. De plus en plus, on voit des espaces de travail non assignés, des bureaux partagés, des espaces ouverts. Dans le contexte actuel, ici au Québec, au Canada, il y a la pénurie de personnel qui aussi peut mener à une intensification du travail. Donc, les travailleurs qui se trouvent à devoir faire le travail de 2 personnes et aussi le télétravail peut aussi mener à l'intensification des rencontres Zoom, etc., qu'on n'a plus de pause. Vous le savez probablement mieux que moi ou autant que moi. Et aussi, on a vu la COVID, c'est aussi amené une sorte de remise en question chez certaines travailleurs, travailleuses en termes de qu'est-ce que je veux faire de ma vie maintenant. Certaines personnes ont perdu leur emploi durant la COVID et se sont réorientées vers des emplois de type plus vocationnel, donc partir de sa propre entreprise, etc. Donc, et finalement, aussi les rapports intergénérationnels au travail, ce qu'on se rend compte dans les études, c'est que les plus jeunes, les nouvelles générations, dont je ne fais malheureusement plus partie déjà apparemment, les nouvelles générations recherchent pas la même chose au travail que je veux dire mes parents ou mes grands-parents et ces personnes-là se retrouvent à cohabiter encore là, dans les milieux de travail et donc tous ces enjeux-là, tous ces facteurs-là peuvent être d'une certaine façon des facteurs de stress, de changement, de stress auxquels les travailleurs, les travailleuses doivent s'adapter. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer et aussi à prendre en compte dans les interventions en santé mentale, bien-être au travail. Au Québec, là, il y a la CNSST, pour ceux qui ne sont pas du Québec, qui est la commission un peu qui reçoit les demandes d'indemnisation pour les personnes qui vivent des accidents de travail ou des lésions professionnelles. Et les lésions causées par le stress ont augmenté là, de 9% en 2018 et 2020 et on peut croire que ça va augmenter encore plus. Et ce qu'on voit, c'est que les employeurs et
et les employés sont de plus en plus préoccupés par la santé mentale, les impacts sur leur carrière, sur leur vie. Contexte important pour le Québec, mais c'est aussi dans l'ère du temps dans d'autres sociétés, dans d'autres pays. Au Québec, maintenant, les employeurs, depuis qu'il y a eu un changement à la loi, les employeurs doivent mettre en place des mesures de prévention des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, c'est les facteurs qui peuvent mener à des difficultés de santé mentale, les facteurs de l'environnement de travail. On va en reparler, mais maintenant, ça fait partie depuis 1 an ou 2 à peu près de la responsabilité des employeurs de mettre en place des mesures de prévention. Et je pense que les psychologues organisationnels, mais aussi les psychologues en matière de psychologues positifs, si je peux dire ainsi, peuvent jouer un rôle dans aider les organisations à mettre en place des programmes de prévention de ces risques-là. Donc, c'est dans ce contexte global-là que je mène mes recherches. Et je dis je, là, mais c'est toute l'équipe. Il y a Caroline qui était ici tantôt, qui est dans un autre workshop. Elle nous a boudé pour aller dans un autre workshop. Mais c'est Caroline qui est une des coordonnatrices de la chaire de recherche. La chaire de recherche que je dirige vise à favoriser le développement des connaissances scientifiques sur la santé mentale complète, la saine performance et l'autogestion. On va y revenir un petit peu plus tard, l'autogestion de la santé mentale. Le but est vraiment d'alimenter le développement, l'évaluation, la dissémination d'interventions efficaces de soutien à travers aussi le croisement des savoirs. Donc, prendre en compte ce que les personnes ou les travailleurs, travailleuses qui vivent avec des difficultés de santé mentale ont à dire, de ce dont elles ont besoin. Prendre en compte aussi ce que les professionnels en ressources humaines, en relations industrielles, en psychologie ont à dire, mais aussi les chercheurs. C'est en partenariat avec Relief, qui est une organisation à but non lucratif qui offre des programmes d'autogestion en santé mentale pour aider les personnes qui vivent avec l'anxiété et la dépression, mais aussi de plus en plus en prévention dans les milieux de travail. Puis Beneva, qui est une compagnie d'assurance mutualiste. Quelques définitions. La santé mentale, là, je pense que je n'ai pas à vous convaincre, c'est plus que l'absence de maladie. C'est ça qui est intéressant parce qu'encore dans les travaux en santé mentale occupationnelle ou au travail, on met beaucoup l'accent sur le burn-out comme le outcome ou le résultat qu'on veut prévenir ou on veut réduire le risque de burn-out. Mais moi, ce que je dis, c'est que oui, il faut travailler, à réduire le burn-out, à aider les personnes à se rétablir, mais il faut aussi prendre en compte la santé mentale positive. On veut plus que simplement prévenir le burn-out, on veut favoriser le développement d'un plein potentiel, de l'épanouissement au travail, etc. D'où l'idée d'utiliser le modèle bidimensionnel ou le modèle des 2 continuums de Keyes. Ici, dans le fond, ce que le modèle dit, c'est que oui, il y a les difficultés de santé mentale, mais il y a la santé mentale positive. Souvent, dans les travaux de Keyes, il y a 3 aspects à la santé mentale positive. Le bien-être émotionnel, se sentir bien, être satisfait. Le bien-être psychologique, qui est s'aimer, s'accepter soi-même, se sentir autonome un peu en lien avec l'autodétermination, sentir qu'on trouve un sens à notre vie. Et le bien-être social, sentir qu'on fait partie d'un groupe, qu'on peut contribuer à la société. L'idée un peu, c'est que moi je dis dans les études que je fais, j'essaie de toujours amener la perspective, le bien-être des travailleurs en général dans leur vie, mais aussi le bien-être au travail. L'idée, c'est que les concepts peuvent s'appliquer un peu en général versus au travail. Ici, c'est une échelle de mesure qui a été développée par Dinner, le Flourishing Scale, mais elle existe aussi où on peut l'appliquer au travail, dans le fond. C'est comme le parallèle qui peut être fait entre les deux. Et l'idée, c'est que les 2 continuums en question se croisent. Donc, on peut ne pas vivre de difficultés de santé mentale, mais se sentir peu épanoui en général ou au travail, et vice-versa. Et c'est vraiment la santé optimale qui est associée à des faibles difficultés de santé mentale et un haut niveau de santé mentale positive, qui serait associé aux meilleurs résultats en termes de moins d'absentéisme et un meilleur fonctionnement social, un meilleur fonctionnement au travail. Par contre, ce qu'on se rend compte dans différentes études, c'est que la proportion de personnes là, qui rentrent dans ce cadran-là, dans le cadran des personnes qui vont bien au point de vue de l'épanouissement et qui n'ont pas de difficultés de santé mentale, cette proportion-là de personnes n'est pas si élevée. Donc, il y a du travail à faire. Ici, c'est une étude, par exemple, c'est des médecins au Danemark. C'est juste un exemple un peu, vous allez dire aléatoire, là, mais pour vous montrer, il y en a seulement à peu près 25% selon cette étude-ci là, qui rentrerait comme en plein épanouissement. Donc, il y a un 75% pour lesquels il y a du travail qui pourrait être fait. Et c'est la même chose qu'on se rend compte dans d'autres études. Et la santé mentale positive, oui, on peut la voir comme
un résultat, quelque chose qu'on veut atteindre en soi parce que c'est bon, c'est important qu'on se sente bien dans la vie et au travail, mais on peut aussi la voir comme étant importante en termes de ressources. Dans le fond, ça peut devenir une ressource pour aider à faire face au stress. Il n'y a pas beaucoup d'études, malheureusement, en santé occupationnelle ou santé mentale occupationnelle ou au travail qui regardent l'interaction entre la santé mentale négative et positive. Celle-là, elle fait une étude en Australie qui a été menée il y a déjà plusieurs années. Bien, elle montre là ici que si on vit à un niveau élevé de santé mentale positive, on va être moins affecté par le stress ou les conflits au travail que si on vit à un niveau moindre de santé mentale positive. Donc, l'idée que c'est une force, une ressource qu'on peut utiliser pour faire face au stress. Bon, dans l'idéal, on réduirait le stress et les conflits au travail, mais comme ça ne se fait pas en criant ciseaux ou par magie, bien, c'est déjà une force qui peut être développée. Malheureusement, comme je le disais, puis ça c'est dans l'étude qu'on a faite en 2023 là, sur la santé mentale dans les PME, en termes de santé mentale positive, c'est pas si élevé que ça non plus, ce qu'on retrouve dans l'échantillon. Il y a quand même 35% des 2500 personnes qu'on a sondées avec un échantillonnage plutôt représentatif qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de leur emploi. Donc, niveau satisfaction de vie au travail, c'est pas si élevé. Ici, c'est des items liés au sens au travail. Je ne les passerai pas toutes un par un, mais l'échelle de mesure allait de 1 à 5. Et en moyenne, c'est à peu près 3 le sens au travail sur un score qui peut aller de 1 à 5. Donc, c'est vraiment seulement modéré le sens au travail dans les PME, là, chez les participants de notre échantillon. Donc, il y a du travail à faire pour favoriser la santé mentale positive et pas seulement là, pour réduire les risques de burn-out ou d'épuisement professionnel. Donc, c'est dans cet esprit-là que de plus en plus les chercheurs, puis c'est ça moi que j'essaie de faire dans mes travaux, puis qui rejoint la psychologie positive, de plus en plus les chercheurs proposent l'utilisation d'une vision plus holistique, plus englobante ou compréhensive de l'intervention en santé mentale au travail. Longtemps, les travaux en santé et sécurité du travail ont surtout centré l'attention sur la prévention, donc l'idée de réduire les risques dans l'environnement de travail, réduire la charge de travail, améliorer l'autonomie au travail pour prévenir le burn-out, l'épuisement professionnel. Mais de plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut aussi faire de la promotion, essayer d'aller promouvoir les forces individuelles, les forces aussi dans le contexte organisationnel pour créer des ressources qui vont aider les personnes à faire face aux stresseurs et aux risques dans l'environnement de travail si on ne peut pas les prévenir. C'est sûr qu'au point de vue législatif, en tout cas au Québec, on est encore beaucoup dans c'est nouveau, comme je l'ai dit, là, que les risques psychosociaux, ils font partie de la loi. Donc, il n'y a pas vraiment d'obligation au Québec pour les employeurs à mettre en place des programmes de promotion là, en psychologie positive. On n'en est pas encore là. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Puis on le voit, puis je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a beaucoup évolué au fil du temps, l'intervention en santé au travail. Et c'est vraiment seulement depuis 2000 qu'on est plus dans les approches interdisciplinaires où on prend en compte la qualité de vie, le bien-être, mais avant ça, on était beaucoup plus dans la remédier aux problèmes une fois qu'ils se développaient. Donc, on est vraiment vers une vision d'un continuum d'intervention, puis ces continuums-là ne sont pas non plus découpés au couteau. Souvent, des interventions peuvent agir là, sur plusieurs des aspects. Je vais passer quelques diapos. Piste d'intervention. Moi, je suis formé au départ pas en psychologie organisationnelle. Au départ, je suis formé en psychologie communautaire. Donc, j'ai appris à m'intéresser surtout au contexte de vie dans lesquels les personnes vivent et comment les contextes, les systèmes dans lesquels les personnes vivent peuvent influencer leur bien-être, leur épanouissement. Donc, j'aime beaucoup voir les travailleurs, les travailleuses comme étant au cœur de multiples systèmes concentriques qui s'inter-influencent. Donc, oui, l'environnement de travail, c'est un des environnements qui peuvent influencer le bien-être de l'individu, mais ça fait partie aussi de systèmes plus globaux comme qui ont des politiques de l'organisation, des leaders de l'organisation, des collègues aussi, les lois, les politiques publiques ou même les valeurs, les normes sociétales peuvent finalement venir avoir des effets par ricochet sur la santé mentale des travailleurs. Et donc, on peut essayer d'agir dans nos interventions sur ces différents niveaux-là et non seulement de cibler l'individu ou l'organisation. C'est dans cet esprit-là que, oui, au niveau organisationnel, puis je pense qu'il faut le dire, moi, je suis plus formé en psychologie à la base, mais au niveau organisationnel, les travaux le montrent en santé mentale au travail. Les interventions les plus efficaces, c'est celles qui ciblent les risques dans l'environnement de travail. C'est d'essayer d'aller travailler directement avec les employés, avec les employeurs pour améliorer en fait les conditions de travail pour qu'elles soient moins risquées. Donc, améliorer la charge de travail, améliorer l'autonomie, la latitude, améliorer la justice,
risques organisationnels. Donc, améliorer ces aspects-là, ben, c'est ça qui est démontré comme étant le plus efficace, mais aussi le plus durable comme impact, versus à essayer d'apprendre aux gens comment gérer le stress, qui est comme une approche plus une fois que les gens commencent déjà à développer des difficultés. Par contre, ce qu'on sait dans les études, c'est que malheureusement, c'est une déformation. Je pense que les psychologues, on n'est pas formés nécessairement autant pour s'attaquer aux organisations, mais on a souvent une lunette axée sur l'individu. Malheureusement, même si on sait que c'est ça qui serait le plus efficace, la plupart des études focus beaucoup l'attention sur l'individu, puis pas tant sur les facteurs organisationnels, surtout les études interventionnelles, les études d'intervention. Mais c'est assez démontré qu'une stratégie classique pour améliorer, travailler sur ces facteurs-là, c'est vraiment des démarches, si on peut dire, de concertation au niveau organisationnel. Je ne passerai pas ça dans le détail parce que c'est pas le cœur de mon message, mais pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment l'idée de faire participer les employés, d'avoir le soutien des dirigeants, puis de créer une intervention sur mesure qui va vraiment aller cibler les aspects, à cibler les enjeux les plus importants, les plus préoccupants dans l'environnement de travail. Donc, c'est souvent une démarche un peu itérative où on va aller essayer de dépister, d'aller étudier c'est quoi les facteurs de risque, les forces dans l'environnement, puis sur lesquels on devrait travailler, puis d'impliquer les travailleurs, les travailleuses, mais aussi les différentes parties prenantes pour développer une intervention vraiment adaptée. Et non de dire simplement « Ah, moi j'aime le mindfulness, donc tout le monde a fait du mindfulness demain matin, puis moi j'aime le mindfulness, la pleine conscience, c'est pas ça, mais c'est peut-être pas ça qui répond aux besoins de mon organisation au moment X. » Donc, d'où l'idée de faire cette démarche-là qui va essayer d'aller voir un peu les difficultés de santé mentale en regardant leurs sources là, dans l'environnement, puis voir comment on peut travailler ça. Par contre, c'est sûr qu'il faut aussi, dans le système de santé dans lequel on est, puis je reste la même chose en santé au travail, souvent, les individus, des fois, vont se sentir disempowered. C'est un anglicisme, mais on va pas, sentiment qu'ils n'ont pas tant de pouvoir, qu'ils se font prescrire des interventions, même en tant qu'individu, si je vis avec l'épuisement, je vais aller voir mon médecin, puis il va me prescrire des médicaments, puis je n'aurai pas tant mon mot à dire sur les modalités, etc. Mais de plus en plus, il y a tout un courant en santé mentale qui est le courant du soutien à l'autogestion. L'autogestion, c'est vraiment la prise de pouvoir par les individus sur leur santé mentale à travers des choses qu'ils peuvent mettre en œuvre au quotidien pour gérer leurs symptômes, prévenir les rechutes et optimiser leur bien-être. Pensez à ce que vous faites lorsque vous revenez à la maison chaque soir et qui vous fait du bien. Je n'ai pas le temps de vous poser la question puis de vous prendre vos réponses, mais pensez-y, mais c'est de l'autogestion probablement. Ça peut être des petites choses, des grosses choses, ça peut être aller chercher de l'aide d'un professionnel, mais ça peut être aussi faire de la pleine conscience, faire des arts. Oui, je regarde pleine conscience. On fait des liens. Tout ça, c'est de l'autogestion. De plus en plus en santé mentale, il y a des études qui montrent que ça serait efficace pour développer justement la santé mentale positive chez les personnes qui vivent avec l'anxiété, la dépression ou l'épuisement professionnel. Et ça a été développé plutôt ce concept-là dans le champ des maladies chroniques physiques au départ, donc pour le diabète, le VIH, etc. Mais de plus en plus, c'est importé dans les travaux en santé mentale. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une variété de stratégies d'autogestion. On en a trouvé plus de 60 à travers plusieurs catégories. Je ne les passerai pas dans le détail, mais il y a des stratégies justement plus existentielles qui sont très psychologie positive. Là. La pleine conscience, travailler sur ses forces, réfléchir, avoir des moments de gratitude, etc. Mais il y a aussi des stratégies plus sociales, entretenir son réseau social, des stratégies plus axées sur la santé physique qui, par ricochet, peuvent aider la santé mentale, etc. Et ça ne veut pas dire faire seul. Ça peut vouloir dire aussi aller chercher de l'aide, aller chercher un groupe de soutien, aller voir un professionnel, mais c'est de l'autogestion. L'idée, c'est de valoriser des fois ce que la personne fait déjà pour reconnaître que c'est des petites forces, des pas dans la bonne direction, puis des fois même de réactiver des choses que la personne a déjà faites et qu'elle ne fait plus. Ce qu'on s'est rendu compte récemment avec une collègue à l'UQAM qui s'appelle Sophie Meunier dans les dernières années, c'est qu'il y a quand même de la place aussi pour l'autogestion de la santé mentale en milieu de travail. Donc, les personnes peuvent faire des choses au quotidien en milieu de travail ou dans le contexte de leur travail pour essayer de gérer leur santé mentale, de minimiser les risques pour leur santé mentale. Donc, essayer de justement faire une chose à la fois, se centrer son attention sur une chose, d'avoir des discussions avec
ses collègues, avec ses superviseurs sur la charge de travail, essayer d'aménager son horaire différemment lorsque c'est possible. Ça rejoint beaucoup les travaux aussi sur le job crafting, qui est apprendre à modeler son emploi pour qu'il nous convienne mieux. Ce qu'on s'est rendu compte, là, en gros, c'est que pendant la pandémie, les gens qui faisaient plus d'autogestion au travail, il semble que leur bien-être subjectif semble avoir été un peu moins affecté là, par la pandémie. Donc, c'est un peu des stratégies d'adaptation aussi d'une certaine façon. Ce que ces études-là nous disent aussi, c'est que les stratégies d'autogestion qu'on a étudiées, qui au départ étaient du domaine plus de clinique, un peu pas clinique, mais chez les personnes qui vivent avec des difficultés de santé mentale, bien, semblent s'appliquer au travail, mais aussi auprès de la population, je dirais, tout venant, n'importe quel travailleur, même en prévention ou en promotion de notre bien-être, on en fait des stratégies d'autogestion. Puis on essaie d'aller de l'avant, nous, dans nos travaux, pour développer des outils pour soutenir l'autogestion. Ici, c'est un outil, vous pouvez aller voir, là, il y a le site ici qui permet aux personnes de créer leur propre plan d'autogestion. C'est un outil en ligne basé sur la recherche qu'on a faite où on a identifié plus de 60 stratégies. Et j'ai une collègue, Sophie Meunier, qui a développé une version de cet outil-là pour spécifiquement la santé psychologique au travail, qu'on est en phase de co-chercheur de l'étude, on est en phase de validation de tests là, de cet outil-là. Et il y a quand même un grand intérêt là, des milieux de travail, des employeurs, là, de donner des outils aux employés. Moi, je dirais le bémol, c'est qu'il faut apprendre à bien communiquer ces outils-là pour pas que ça soit une façon pour l'employeur de se déresponsabiliser et de dire « prenez en charge toute votre santé mentale, nous on s'en va ». Donc moi je pense que le rôle de l'employeur, c'est aussi de créer des conditions favorables ou qui sont propices à l'autogestion et non simplement de dire ben là arrangez-vous par vous-même. Puis c'est pas ça l'idée de l'autogestion, même si des fois dans les médias quand on en parle, ça peut être pris comme ça. Et nous, ben, deux projets qu'on a à la chaire de recherche, ben, c'est de travailler à développer une application mobile pour aider les personnes à faire de l'autogestion au milieu de travail. Je ne pourrais pas en parler en long et en large, mais l'idée, c'est d'aider les gens à prendre le pouls un peu de leur situation de vie personnelle, leur situation au travail, et à l'aide de l'intelligence artificielle, de faire quelques suggestions de pistes d'action en fonction du contexte de vie. Justement, si, mettons, je vis, selon mon code postal, je vis à la campagne, mais peut-être qu'on va plus te suggérer d'aller prendre une marche que si tu vis à une place où c'est du béton mur à mur, là, selon ton code postal. Donc, on a eu une subvention et on travaille au développement de cette application-là, qui existe déjà d'ailleurs au départ. Cette application-là a été développée dans un contexte électoral. Vous pouvez aller voir, vous pouvez chercher Datagotchi, mais là, on fait une version de cette application-là pour la santé mentale des travailleurs. On a aussi une autre étude qu'on débute où on veut aller développer un programme d'autogestion basé sur la pleine conscience pour les leaders, pour les gestionnaires. En fait, on prend pour acquis que si les leaders, les gestionnaires arrivent à mieux gérer leur propre santé mentale, bien, ça va réduire les risques à la santé mentale, les risques pour la santé mentale des employés, en améliorant le climat de travail, en améliorant le soutien que les employés vont recevoir. Donc, c'est un projet là, qu'on vient de recevoir une subvention de l'Institut de recherche en santé, Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, avec des collègues, donc Frédéric Dionne à l'UQTR. Et finalement, il me reste 2 minutes pour finir avec, là je vous ai parlé du niveau organisationnel, un petit peu du niveau individuel, et là je vais aller au niveau communautaire ou sociétal. Souvent on arrête au niveau organisationnel dans les interventions en psycho du travail ou en santé mentale occupationnelle, mais moi j'essaie d'inclure aussi ce qui peut être fait au niveau communautaire ou plus large au niveau sociétal, dont le contact avec les opportunités culturelles, que ce soit dans les quartiers, dans les villes. Et à la chaire de recherche, on mise beaucoup. On a comme développé un pan de nos recherches qui s'appelle ALAR Rescousse pour aider à sensibiliser à la santé mentale et à la déstigmatisation dans les milieux de travail, mais aussi l'amélioration du bien-être dans les milieux de travail par des prestations artistiques. Donc, on est chanceux, on a Maria-Alexandra qui est une metteur en scène et qui développe des fois avec nous des projets de sensibilisation à la santé mentale, de pièces de théâtre, de chansons qu'on dissémine, mais qu'on veut aussi évaluer.
Plus spécifiquement, lorsqu'on regarde la littérature, oui, il y a des études sur les arts, la culture et son impact pour la santé. Oui, je pense que tantôt ça a été bien démontré, mais il y a des prescriptions muséales maintenant qui sont faites. Les médecins prescrivent aux gens d'aller visiter les musées, ça peut leur faire du bien. Il y a des études sur le fait que le patrimoine culturel peut aider au bien-être et à la santé, mais il y a peu d'études spécifiquement auprès de travailleurs. Comment on peut potentialiser ce contact-là avec les opportunités culturelles et artistiques et pour améliorer la santé, le bien-être des travailleurs. Il y a quelques études sur la thérapie axée sur les arts ou l'art-thérapie pour soutenir les travailleurs qui sont des soignants dans le domaine de la santé, mais plus globalement, c'est encore peu exploré comment ça peut être utilisé plus largement, davantage mis en valeur. Et il me reste 2 diapos. Donc, on a 2 projets en cours de ce côté-là. On a une étude qui est avec la piscine Oasis Immersion Creative Capital, où vraiment on veut miser sur les expositions multimédia immersives pour favoriser le bien-être, un moment comme de rétablissement, un moment où on se réénergise pour les travailleurs de divers secteurs. Dans le fond, vous avez peut-être vu ce genre d'exposition-là, Van Gogh en multimédia, etc. Ben, c'est la même chose. En fait, on a travaillé avec eux à créer une exposition sur mesure pour favoriser la pleine conscience et la santé mentale et à évaluer cette exposition-là, ses impacts pour des travailleurs. Donc, les impacts sur le bien-être en général, mais aussi le bien-être dans ses activités professionnelles. Et finalement, un projet qui inclut aussi mon collègue et ami Yann qui est ici et plein d'autres personnes, co-chercheurs, Émilie Dionne. On travaille avec le monastère des Augustines, qui est un monastère à Québec. En fait, c'est les Augustines, c'est celles qui ont fondé le premier hôpital, je pense au nord du Mexique ou quelque chose du genre. Et le monastère a été rénové, etc., en gardant les valeurs de base. Donc, le patrimoine matériel est là, l'espace physique du monastère, mais aussi les valeurs d'hospitalité, de bienveillance sont au cœur des activités du monastère. Et donc, c'est le patrimoine immatériel. Et c'est fait de façon séculaire, donc non religieuse. Et ce que le monastère fait notamment, c'est recevoir des soignants, des intervenants du domaine de la santé, des services sociaux, et leur offrir du répit, du ressourcement, mais aussi des ateliers de pleine conscience, des visites interactives, des lieux, l'utilisation du patrimoine pour favoriser leur bien-être. Donc, nous, on travaille à évaluer un peu le potentiel de ce genre d'intervention-là axée sur le patrimoine pour le bien-être en général, mais aussi le bien-être de travailleurs et travailleuses. Donc, en finissant, c'est pour ça que tu toussais parce que c'était la fin. OK. Mais en finissant, favorisons la santé mentale des travailleurs. Ça me fait plaisir de leur présenter très rapidement différents projets, différents concepts. Mais l'idée, c'est vraiment de voir ça comme une responsabilité partagée entre les organisations, les individus, mais aussi des ressources qu'on retrouve dans les communautés, la société. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez me contacter. Merci beaucoup.